Bonjour à tous et merci pour l'accueil. Alors, est-ce que vous voyez bien mes slides? C'est bon, c'est parti. Merci pour l'accueil. C'est un honneur d'être votre invité pour célébrer la fin de vos études. Et avant de commencer cette présentation, je voulais vous dire bravo. Aujourd'hui, vous avez ce master qui couronne plusieurs années d'efforts pour comprendre le monde, et votre diplôme démontre que vous en maîtrisez un domaine. Et j'ai pas besoin de vous dire à quel point ce domaine est d'avenir. Vous, bioinformaticien, vous êtes très bien placé pour savoir que c'est le moteur de la prochaine révolution technologique et qu'elle va changer la quasi-totalité des activités humaines. Et vous qui aujourd'hui devenez des experts à la croisée des mondes, entre le vivant et la technologie, vous allez souvent avoir la tâche difficile d'être l'interface entre ces deux univers, d'être un interprète entre deux cultures. J'espère que les quelques anecdotes que je vais vous partager aujourd'hui vous aideront à relever ce défi et que vous verrez que le jeu en vaut la chandelle. Alors, je vais d'abord vous présenter un peu mon parcours, et ensuite on va parler de l'iGEM, une compétition internationale de génie génétique, et de ce que moi, petit informaticien, j'ai pu vivre dans cette compétition. Je vous parlerai ensuite un peu de la coopération après l'école, parce que vous verrez qu'aujourd'hui, le diplôme n'est qu'une étape. Mais d'abord, qui suis-je? Je m'appelle Paul Louis, je suis ingénieur en informatique, je travaille aujourd'hui chez Algolia, une entreprise qui fait un service, un moteur de recherche, et je fais des outils pour développeurs. Aujourd'hui, j'utilise du code pour permettre à d'autres de construire des choses, particulièrement autour du langage humain. C'est un sujet qui m'intéresse depuis quelques années, mais qui est assez récent dans mon parcours. Et mon parcours, je pense que beaucoup d'entre vous pourront s'y reconnaître. Très schématiquement, c'est ça, hein. Alors, d'un point A à un point B. Et en gros, bah, ça commence à 7 ans quand je reçois mon premier ordinateur et que je réalise à quel point cet outil est fantastique et nous permet de changer le monde pour en faire ce qu'on veut, de coder le monde. Alors à partir de là, ça a été assez vite. Un parcours scientifique, des classes préparatoires dans l'école EPITA, école d'ingénieurs en informatique, puis un petit détour par l'université Paris-Descartes, licence de maths info théorique, dans laquelle j'ai découvert le monde fascinant de la biologie. On va en reparler. C'est ce qui m'a amené ensuite, quand j'ai commencé mon master en ingénierie à EPITA, bah, à traîner avec des bioinformaticiens, à rencontrer ceux qui étaient de l'école Subbiotech et à rejoindre leurs équipes pour le projet de l'iGEM. En 2014, avec une console de jeu qui utilisait des concepts de biologie. Et en 2015, avec Quantifly, un drone qui permettait de quantifier de la pollution dans des endroits difficiles d'accès. Et puis, comme vous aujourd'hui, j'ai obtenu mon diplôme. Et maintenant, je travaille à faire de l'ingénierie, recherche et développement chez Algolia. Donc en gros, c'est un parcours qui, après le bac, se résume en 3 grandes étapes. D'abord l'école, alors en ce qui me concerne d'informatique. Mais vous aussi, vous êtes dans une école ou vous êtes dans un entre-soi. On apprend les fondamentaux de notre domaine. On apprend à travailler au sein de notre propre métier. Le corollaire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de diversité. Vous voyez là sur les photos que j'ai retrouvées de nos salles machines, bon, on se ressemblait quand même pas mal, tous les étudiants. Mais il faut bien commencer quelque part. Et il faut bien commencer par un domaine où on est tous sur la même page, on parle tous de la même chose, on apprend tous ensemble. Et puis, il y a un moment où c'est intéressant, mais ça devient vite limité. Et j'ai eu la chance, en passant par Paris-Descartes, de me retrouver exposé à beaucoup d'ouvertures, à des nouvelles matières. J'ai eu des cours de sociologie, de théorie des organisations, et des cours de biologie, de la génomique, ce qui m'a vraiment ouvert à un monde que j'imaginais pas. Et c'est ça l'intérêt pour moi de ce genre de parcours universitaire, c'est qu'il nous ouvre à d'autres domaines. À Paris-Descartes, j'ai pu participer par exemple à une expérience de recherche autour de la neurologie, de l'apprentissage du langage, où je me suis retrouvé devant un clavier à taper des touches différentes selon que je reconnaissais un mot ou pas. Et ce qui m'a fait comprendre qu'il y avait un monde, au-delà de toute l'informatique, de toute la technique, un monde de domaines d'application intéressants dans lesquels mes compétences pouvaient servir à d'autres. Et c'était mes premières collaborations avec des gens dans d'autres domaines. Alors, en préparant cette présentation, je me suis retrouvé un peu dans mes archives, dans mes souvenirs, et je suis retombé en rangeant sur mon cours de biologie génétique et moléculaire. Alors, ça en fera peut-être sourire quelques-uns d'entre vous, hein. Aujourd'hui, moi, quand je relis ça, c'est quand même pas mal du chinois. Mais il faut reconnaître que j'ai été très content d'être exposé à une matière que je connaissais pas du tout, à un domaine que j'avais jamais observé, et de réaliser que oui, l'informatique c'est bien, mais qu'il y a un monde autour.
Et puis bon, je suis retourné dans l'ingénierie à proprement parler, j'ai commencé mon master. Et c'est là que la biologie est revenue sur mon radar, avec l'iGEM. L'iGEM, c'est une compétition organisée depuis à peu près 20 ans par le MIT, le Massachusetts Institute of Technology. Et c'est une compétition de génie génétique, où des équipes du monde entier vont se rassembler et travailler sur des projets appliquant des techniques de génie génétique à un problème particulier. Notre premier projet, donc dans l'équipe iGEM Ionis, consistait à faire une console de jeu qui venait de manière ludique démontrer des éléments et des techniques de bio. Donc démontrer de l'optogénétique, puisqu'on utilisait des éléments, on utilisait des lasers pour déclencher la mort programmée de nos cellules, qui venait démontrer aussi de la microfluidique. Alors j'ai pas d'illustration de la console là, mais en gros on avait un circuit imprimé de microfluidique dans lequel on faisait passer nos bactéries qui devaient éviter les lasers qui allaient déclencher leur apoptose. Tout ça pour démontrer un certain nombre d'éléments et de concepts qui étaient utilisés par des équipes dans l'iGEM. Et moi, en tant qu'informaticien, j'étais même surpris qu'on vienne me demander de participer à ça. Qu'est-ce que l'informatique peut venir apporter à ce qui est avant tout du génie génétique? Et en fait, on s'est rendu compte que ce projet, qui était avant tout un projet de génétique, avait beaucoup d'autres choses autour. L'iGEM, il demande de créer un site web, donc tout de suite, il y avait des besoins de design, il y avait des besoins d'écrire du texte pertinent. Mais on voulait aussi communiquer autour de notre projet et le faire connaître. On a donc commencé à développer un jeu vidéo, Batman Adventures, qui vous permettait d'incarner notre bactérie et d'essayer d'esquiver les lasers, et qui permettait de faire comprendre la biologie au plus grand nombre. On avait fait des événements dans des écoles où on a été voir des élèves de maternelle et de collège pour leur faire des introductions à ce que la biologie permet de faire aujourd'hui. Et c'était fascinant. On s'est retrouvés, comme vous le voyez sur ces photos, à Boston pour présenter notre projet. Et c'est une expérience qui a été mémorable pour moi, de me retrouver face à des experts d'un autre domaine et de pouvoir construire quelque chose ensemble. Alors l'année d'après, quand on m'a proposé de recommencer, j'ai rempilé. En 2015, on était une plus grosse équipe, vu qu'on avait notre succès de l'année dernière pour nous appuyer. Et donc cette fois-ci, on a inclus 4 écoles. Subbiotech pour la biologie, moi-même d'EPITA côté informatique, mais également un élève de l'IPSA, l'école d'aéronautique du même groupe, ce qui nous a permis de développer un projet à base de drones. Vous le voyez ici, en fait, Quantifly, c'était un projet de mesure de la pollution dans des endroits difficilement accessibles. Par exemple, au bord des autoroutes ou dans des endroits qui sont vraiment inaccessibles par la route. Et notre idée était d'utiliser un drone pour faire de l'échantillonnage d'atmosphère dans ces endroits et de mettre ensuite en présence les échantillons avec des bactéries modifiées pour produire des protéines fluorescentes dans les cas où il y avait du toluène, un polluant industriel qu'on étudiait. Et donc, il nous a permis de faire une cartographie de la pollution dans la zone en utilisant le drone. Alors, vous imaginez qu'un projet comme ça, qui impliquait de l'aéronautique, qui impliquait du design, qui impliquait du génie génétique, et de mettre tout ça en commun et de communiquer efficacement, ça a été un vrai défi multidisciplinaire. Et c'est ça que j'ai trouvé passionnant, et qui nous a permis, mais vraiment, de comprendre un monde énorme. On a eu la chance, pendant cette occasion, en 2015, d'organiser avec l'équipe de Pasteur la European Experience, qui était l'invitation de toutes les équipes iGEM d'Europe à venir pour une journée de conférence à Paris. J'avais développé une application spécifique pour cet événement, pour expliquer les journées de conférence, pour accompagner les invités européens dans le quartier où on les invitait. Et donc, on s'est retrouvé à faire des tas de choses autour de ce projet, parce que ça nous permettait de profiter des compétences de chacun et de tous apprendre les uns les autres. Alors, il y a aussi quelque chose qui me parle particulièrement dans l'iGEM, et vous le voyez ici au milieu de cette photo, il s'agit de Randy Redberg, le fondateur de l'iGEM. Et ce que je trouve notable, c'est que Randy Redberg, c'est pas un biologiste de formation, c'est un ingénieur en réseau et en informatique. Et dans les années 90, convaincu que la biologie était la nouvelle révolution qui allait changer le monde, il a décidé de basculer de l'informatique à la biologie et d'encourager un maximum de gens à venir à l'intersection de ces deux domaines. Ce que vous qui étudiez en bioinformatique savez très bien. Et comme vous allez le voir dans la suite de cette présentation, il y a pas mal de leçons qu'on peut tirer de cette expérience de l'iGEM. Mais bon, ne brûlons pas les étapes. D'abord, il s'agit de finir les études. Et j'ai été content de retrouver cette photo qui résonnera avec vous aujourd'hui, puisque la fin de ce parcours, du moins la fin du parcours universitaire, c'est un diplôme.
Et c'est une sacrée étape qui vient couronner vos efforts, des années d'efforts. Mais ce n'est qu'une étape. Le diplôme ne fait qu'ouvrir des portes. C'est à vous de choisir laquelle vous voulez suivre. Je peux vous parler d'une option, qui sont les projets multidisciplinaires. Et clairement, le plus cool auquel j'ai pu participer, c'est l'iGEM. Alors l'iGEM, c'est donc cette compétition mondiale, depuis 20 ans, de génie génétique. Dit comme ça, c'est un peu obscur. Alors pour vous donner une idée de l'échelle, ça, c'est les participants en 2016. Vous voyez la petite tache blanche au milieu en bas? Eh ben, je suis quelque part dans cette tache blanche. Mais pas très visible, parce qu'on était 3500 participants, qui venaient de 130 pays différents, dans des équipes de 10 membres à peu près, et qui pendant 3 jours venaient présenter leurs projets, présenter de la recherche fondamentale ou des applications inattendues, présenter les difficultés qu'ils ont eues sur le chemin, faire des retours sur ce qu'ils ont appris. Et c'est une expérience qui pour moi est mémorable, parce que j'ai passé 3 jours entouré de gens qui étaient experts dans des domaines que j'imaginais même pas, et qui venaient me parler de ce qui les passionnait. Et ça, pour moi, c'est la force de la multidisciplinarité. C'est un peu un gros mot, certes, mais aujourd'hui, la plupart des révolutions de notre temps viendront à la croisée des domaines. Je pense qu'on peut parier que peu d'entre vous vont révolutionner la bio-info pure. Par contre, reprenez la liste de vos camarades de classe dans 10 ans. Je serais surpris qu'il n'y en ait pas plusieurs qui auront révolutionné des industries en appliquant vos compétences à des problèmes d'un autre univers. Alors la multidisciplinarité, on peut l'opposer à la spécialisation. Et vous, aujourd'hui, qui obtenez votre diplôme, vous êtes des spécialistes. Alors la spécialisation a de la valeur. Il est important d'avoir une vraie expertise et de savoir de quoi on parle et d'aller au fond d'un sujet. Le problème, c'est si on ne connaît que ce sujet-là, et si on finit par devenir un neurochirurgien qui ne sait pas lasser ses lacets. Il y a une bonne citation qui résume ça, et c'est Robert Heinlein, l'auteur américain, qui disait « Specialization is for insects ». C'est un auteur, alors Robert Heinlein est un bon exemple lui-même, puisque c'est un auteur de science-fiction, mais c'est aussi un ingénieur aéronautique, et il a aussi été officier naval. Et dans son livre Time Enough for Love, Robert dit « Un être humain devrait savoir changer une couche culotte, planifier une invasion, égorger un cochon ou manœuvrer un navire, concevoir un bâtiment, mais écrire un sonnet, faire un bilan comptable, monter un mur, réduire une fracture, savoir soutenir un mourant, savoir prendre des ordres, savoir donner des ordres, savoir coopérer et savoir agir seul, savoir résoudre des équations et analyser un nouveau problème, savoir répandre de l'engrais, savoir programmer un ordinateur, savoir cuisiner un bon repas, savoir se battre efficacement et mourir bravement. La spécialisation, c'est bon pour les insectes. C'est peut-être une façon un peu extrême de le formuler. Mais je pense que Robert Heinlein est quand même dans le vrai, quand il vient dire que si on n'a pas un certain nombre de compétences généralistes, ça ne sert pas à grand-chose d'être un ultra spécialiste dans un monde aussi interconnecté que le nôtre. Et alors vous qui maintenant êtes des spécialistes en bioinformation, en bioinfo, félicitations! Comment est-ce que vous pouvez collaborer efficacement en tant que spécialiste? Votre expertise, elle a énormément de valeur. Mais cette valeur vous en ferait pas grand-chose si vous ne savez pas l'apporter à des profanes qui ignorent tout de votre domaine. Une des compétences cruciales pour notre carrière, c'est de savoir collaborer avec d'autres métiers. D'abord, avoir à l'esprit nos différences. Des différences de formation, de sensibilité, d'intérêt. Gardons en tête que nos collègues ne pensent pas comme nous. Du coup, c'est bien de comprendre les grandes lignes de leur métier. Avoir au moins une idée générale de en quoi leur travail consiste. C'est quoi concrètement le boulot de quelqu'un qui fait du marketing? C'est quoi concrètement le boulot de quelqu'un qui fait de l'analyse de risque? Et pour comprendre les grandes lignes, il n'y a pas de secret. Il faut savoir écouter et poser des questions. Vraiment, soyez curieux. C'est l'occasion de découvrir d'autres domaines et ça peut être fascinant. Et à l'inverse, il va falloir vous aussi savoir expliquer simplement un sujet complexe. Parce que vous-même, votre expertise, vous aurez à cœur de la transmettre. Vous ne pourrez pas leur donner toute votre formation. Ce qui sera important sera de leur expliquer pourquoi c'est passionnant et pourquoi ça compte.
C'est pas forcément facile. Il y a une vraie difficulté à se comprendre quand on a des expertises différentes. Et une des causes de cette difficulté, c'est le fait qu'on croit savoir ce dont parle l'autre. Cet effet a un nom, c'est l'effet Dunning-Kruger. Oui, alors une présentation en bioinformatique, on n'est pas une s'il n'y a pas de graphe. Alors voilà mes graphes. Vous pouvez voir ici, en abscisse, le taux de compétence. Donc en vertical, en ordonnée, votre niveau de confiance dans votre compétence. Et alors quand je découvre, quand je découvre la programmation en Python, au début je suis tout en bas. Je sais que je ne sais rien. Je commence à lire des tutoriels, je commence à faire des choses. Et très vite je me dis, c'est super le Python, ça y est, j'ai tout compris, c'est parti. C'est le moment où je suis dangereux pour mes collègues qui sont des vrais experts. Parce que c'est le moment où je vais croire que je sais de quoi ils parlent. Mais en fait, je vais surestimer mes vraies compétences. En général, à ce moment-là, on se prend un mur ou deux. On finit par se dire merde, en fait, je sais rien du tout. Et après, petit à petit, on commence à avoir confiance en soi. On commence à savoir ce qu'on sait. On est conscient des limites de nos compétences, mais on les connaît. La clé ici, c'est de connaître ses limites, justement. Et alors, il y a une autre façon de voir l'effet Dunning-Kruger, qui est présenté par Zach Weiner, le dessinateur de la bande dessinée Saturday Morning Breakfast Cereal. Et c'est celle-ci. C'est qu'en fait, le même graphe peut être vu comme à quel point on connaît un domaine, mais en vertical, à quel point on est prêt à dire des choses et à affirmer des opinions sur ce domaine. Et du coup, le danger, c'est quand on ne sait pas grand-chose, mais qu'on est convaincu qu'on connaît tout au truc. Ça fait 2 semaines que j'y suis et j'ai déjà tout compris. Et Zach Weiner, il appelle ça Mount Stupid, le haut de la montagne où on croit savoir et où on dit des trucs vraiment stupides. Alors, quelques exemples de citations en haut du Mount Stupid que propose Zach Weiner. Biologiquement, la tomate est un fruit, pas un légume. Je vous laisserai voir à quel niveau du Mount Stupid on en est pour pouvoir dire ça et pas encore comprendre l'erreur dans la phrase. Alors ces temps-ci, on en entend pas mal en haut du Mount Stupid qui commence par Je ne suis pas médecin, mais. Vous avez vu la très bonne présentation de Pascal un peu plus tôt sur l'épidémiologie. On a une variante ces temps-ci où on voit beaucoup sur des plateaux télé Je ne suis pas épidémiologiste, mais. Et c'est dommage quand on voit des experts qui ne sont pas conscients des limites de leur expertise. Cela dit, il faut bien faire avec. Et on est les premiers à avoir ces difficultés. Alors soyez sympas avec vos collègues qui sont en haut du monde stupide. Aidez-les à comprendre les limites de leurs connaissances. C'est pas de leur faute s'ils croient tout savoir en épidémiologie. C'est qu'ils n'ont pas encore compris les limites de ce domaine et ils ne connaissent pas les unknown unknown, ce qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. C'est valable pour nos collègues, mais c'est valable aussi pour nous. Soyons critiques envers nous-mêmes. Le monde stupide est inévitable sur le chemin de la connaissance. Je suis moi-même en haut du monde stupide dans pas mal de domaines, à commencer par la biologie. Alors, c'est une question que chacun devrait se demander. Dans quel domaine est-ce que je surestime mes compétences? Faites attention. Si votre cerveau répond très vite « Oh bah aucun », vous êtes peut-être en haut du monde stupide de la connaissance de soi. Alors je vous parlais plutôt de savoir expliquer un sujet complexe. C'est une des choses que je retiendrai toute ma vie de ce que j'ai vécu à l'IGEM. Parce que c'était vraiment une expérience enrichissante, dans la mesure où j'ai fait là mon premier projet multidisciplinaire, et donc j'ai vu pas mal de problèmes qui arrivent dans ces circonstances, et j'ai appris pas mal de façons de les gérer. Et pour moi, vraiment, le meilleur conseil qu'on m'ait donné dans ce contexte, c'est de faire comprendre ce qui est impossible. Je vous ai dit que pour ce premier projet, la console biologique, on a fait un jeu vidéo, une application Android qui permettait de comprendre un peu comment fonctionnait la console. Et donc, mes collègues biologistes de ce projet, leur première idée était hey, on va faire un super jeu en 3D qui va te permettre d'évoluer comme si tu étais dans la console. Et en fait, ils sont partis très vite dans un plan très complexe et je dois dire stop, stop, stop. En fait, la 3D, c'est ultra lourd, c'est ultra compliqué à mettre en place. On va galérer à trouver des bons graphiques, ça risque d'avoir un air assez amateur si on ne met pas 20-30 heures dans le design. Et en gros, est-ce que c'est vraiment le meilleur moyen d'atteindre le résultat qu'on veut? C'est quoi le résultat qu'on veut en fait? Un autre exemple, c'était faire un jeu multijoueur. On avait à la base le projet d'en faire un multijoueur en ligne. Mais à un moment, pourquoi? Quel est le but? En discutant, on a vu que l'idée, c'était de créer un esprit de compétition.
où les différentes équipes iGEM allaient pouvoir jouer au jeu, compéter, entendre parler du projet, venir à notre présentation. Bon, et bah à ce moment-là, si l'objectif c'est l'esprit de compétition, maintenant qu'on a identifié le bénéfice voulu, on va trouver un meilleur chemin, un chemin plus simple. Ici, on a créé des high scores en ligne, chacun pouvait mettre son score avec le nom de son équipe, et il y avait une super compète pendant les 3 jours de l'iGEM, et il n'y a pas eu besoin de mettre en place du multijoueur online, etc. Et, et là, bah, c'est un exemple où en fait, la personne en face, elle ne sait pas réellement ce qu'elle veut de vous. Elle pense connaître votre domaine, elle pense savoir que ce qu'il faut que vous fassiez, c'est ça, mais c'est à vous d'apporter votre expertise. Et ça, je pense qu'en bioinfo, ça va être particulièrement vrai pour vous. Vous ferez face à des fortes têtes, convaincus que tout est possible en bioinfo. En particulier pour l'analyse de données, parce que les data scientists aujourd'hui, ils sont souvent vus comme des magiciens. Ce sera à vous de faire comprendre aux profanes les limites du possible. En cas de conflit, la meilleure chose à faire, c'est de rappeler l'objectif commun. Il faut, quand il y a un conflit, recréer une ambiance de collaboration en fait. Parce que on est dans le même bateau, enfin, sauf quand vous êtes dans un conflit avec votre voisin, et auquel cas, pourquoi vous faites un projet de bio avec lui. Quand on choisit de collaborer, c'est qu'a priori, on a un même but. Et ça, c'est le premier conseil quand vous êtes face à un conflit. Le premier conseil qu'on nous donne, c'est de se rappeler de l'objectif commun. De rétablir pourquoi est-ce qu'on est dans ce même bateau. Bon, ben, ne serait-ce que, je sais qu'on veut tous que ce projet de fin d'études réussisse et qu'on ait le temps de préparer les partiels qui arrivent. Voilà, on pose le cadre, on est tous d'accord, c'est ça notre intention. Une fois qu'on a un objectif commun en tête, il faut bien résoudre le conflit. Et les conflits, ils viennent toujours d'un besoin qui n'est pas satisfait. Une personne qui rentre en conflit, c'est pas pour le plaisir, elle pense que c'est sa meilleure chance d'obtenir ce qu'elle désire. Alors, quel est le besoin sous-jacent? Bon, par exemple, si vous avez un collègue qui s'inquiète pour le planning du projet, c'est probablement qu'il a besoin de visibilité et qu'il n'est pas rassuré parce qu'il ne sait pas comment est-ce que les choses s'organisent. Vous avez une camarade qui a l'impression qu'elle doit se battre pour qu'on remarque ses efforts, elle a probablement besoin de reconnaissance. Et si l'équipe reconnaît et rétribue à chacun les efforts qu'ils ont faits, a priori, il n'y aura plus de problème. Ou à l'inverse, quelqu'un qui pense ne pas pouvoir compter sur un tel, c'est un besoin de confiance, de certitude qui n'est pas affirmé. Et une fois que vous avez compris votre interlocuteur, bah c'est votre tour. À vous d'exprimer votre ressenti face à ce conflit. Parmi vos besoins, qu'est-ce qui est insatisfait? C'est essentiel de comprendre ça, parce que c'est ce qui permet de résoudre le conflit en formulant une demande claire. Et une fois qu'on est passé par ces étapes, il n'y a plus vraiment de conflit en fait. La demande, bah, on est tous à peu près d'accord pour dire que c'est comme ça que ça va avancer. Pour qu'on soit tous détendus concernant les rendus, je propose qu'une semaine avant chaque date, on se voit pour confirmer que le projet est prêt, et sinon avoir le temps de s'organiser. On se met d'accord ensemble sur une demande claire, et on se remet dans un esprit de collaboration. Alors, de la même manière, un des conseils que je retiens de l'iGEM, c'est comment expliquer simplement un sujet complexe. C'était un atelier qui était proposé par les organisateurs, la iGEM Foundation, pour expliquer à de nombreux étudiants comme moi et vous comment expliquer son projet. On est face à des projets de bio, des projets de génomique, des projets de génie génétique avec CRISPR-Cas9 qui sont d'une complexité folle, et pour autant, il faut pouvoir l'expliquer simplement à peu près à n'importe qui. Dans cet atelier à l'IGEM, on nous a présenté l'histoire de Newton et de la radio du bras. C'était une mise en situation où on était par paire et où on allait l'un et l'autre jouer un jeu de rôle. L'un des deux jouait Isaac Newton, téléporté par hasard en 2015 sur le campus du MIT. Et l'autre des deux jouait un étudiant, comme vous et moi. Isaac Newton vient de se péter le bras. Et vous voulez lui conseiller, vous voulez même l'inviter assez rapidement à aller faire une radio du bras. Comment vous lui expliquez ça? Newton n'a aucune idée. Je veux dire, à son époque, il n'y avait même pas d'électrique. On ne connaissait pas les rayons X. Par où commencer pour lui expliquer qu'avec cette machine, on va pouvoir voir si son os est cassé? Probablement pas en commençant par une explication de l'histoire des rayons X. Il faut aller à l'essentiel. C'est une machine optique qui regarde à l'intérieur de ton bras et qui te dit s'il est cassé. Pas mal. Une grosse erreur quand on explique un sujet qui nous passionne et qui est complexe, c'est de foncer dans les détails. Et de dire, et tu vois Isaac, c'est génial, parce qu'avec les rayons X, on a cette façon de fonctionner, de... Non, en fait, les détails importent peu. Ou plutôt, laissez-les choisir quels détails importent. Parce que Isaac Newton, il va avoir une réaction
quand vous lui donnerez la vision générale. Peut-être que ce sera mais c'est génial, je peux m'en servir sur mon coffre de banque. Et là, vous allez pouvoir lui expliquer les limites des rayons X et que ça marche sur la matière organique, ça marche peut-être moins pour voir l'intérieur d'un objet en métal. Mais s'il vous dit What do you mean optical? Mon bras n'est pas transparent. Vous savez que c'est une autre explication, un autre détail qui sera pertinent pour lui. Et pour être honnête, peut-être qu'il va juste vous dire Ah, j'ai mal, oui, emmenez-moi vite à cette machine magique. Et vous savez que c'est pas le moment de lui faire un cours sur les rayons. Pour moi, c'est ça le plus dur. Parce que quand quelque chose est passionnant, on veut partager. On a envie de montrer pourquoi c'est passionnant, pourquoi est-ce que ça nous parle autant. Et ça, je pense qu'il faut faire un choix honnête. Ou on peut l'expliquer au niveau approprié pour la personne en face, ou il vaut mieux s'abstenir, rester sur les visions générales. Dans mon travail, je construis des outils de traitement du langage, des services en ligne qui permettent d'analyser une phrase et d'en extraire des éléments importants. Quand j'explique mon travail à des collègues des ressources humaines, je ne vais pas leur expliquer les détails techniques de l'algorithme et de pourquoi ils sont fascinants à mes yeux. Je vais leur expliquer en quoi ce nouvel outil permettra de communiquer avec des utilisateurs qui aujourd'hui ne peuvent pas utiliser nos machines parce qu'ils ne savent pas lire et écrire. Quand demain ils pourront parler naturellement et qu'ils seront compris par n'importe quel site, ça rendra la technologie accessible au plus grand nombre. Et ça, c'est une explication qui contient tout ce qui est utile pour ma collègue DRH. Il sera temps de rentrer dans les détails de l'algorithme si c'est ça qui lui parle. Et donc, il faut rendre les choses aussi simples que possible. Alors, il y a quand même une limite à ça, et c'est la citation qu'on attribue souvent à Einstein, a priori par erreur. Everything should be as simple as it can, but not simpler. Il y a un moment où la sursimplification, en fait, ce n'est plus une représentation correcte de la réalité. Et c'est nous, en tant qu'experts, qui savons quel est le juste niveau d'explication. Celui en dessous duquel ils n'ont pas compris, mais celui au-dessus duquel il y a trop d'informations. Voilà pour l'iGEM. Et ensuite, eh bien, la collaboration ne s'arrête pas le jour du diplôme. Elle continue après l'école. Et j'ai même l'impression que le gros de la collaboration commence là. Parce que des compétences qu'on développe après l'école sont en fait celles qui sont presque les plus importantes. Ce qu'on appelle grossièrement les compétences interpersonnelles. D'abord, savoir écouter. On a beaucoup à apprendre quand on sort de l'école. On revient sur Dunning-Kruger. Jeune diplômé, on n'est pas encore descendu du monde stupide dans pas mal de domaines. Ensuite, savoir argumenter. Parce qu'on sait déjà pas mal de choses. J'ai vu l'exemple d'une stagiaire dans mon équipe, c'était au début de l'année, qui nous a rejoints et qui était extrêmement compétente dans certains domaines, mais qui n'osait pas tellement affirmer ce qu'elle savait, parce qu'elle se disait toujours Ah, mais quand même, je ne suis qu'une simple stagiaire. Certes, mais après 5 ans d'études, vous avez des compétences énormes, et il ne faut pas les sous-estimer. Un autre skill important pour la collaboration, c'est de savoir être disponible. Vous allez vous retrouver dans des entreprises ou dans des laboratoires dans lesquels il y a beaucoup de choses qui se passent. Et savoir saisir les opportunités que vous verrez passer va être un accélérateur de votre carrière. Le danger, c'est de savoir dire non, parce que votre intérêt et celui des autres n'est pas toujours aligné. Alors je vous donne ce conseil que m'a donné un ami ingénieur chez Google, qui travaille sur les intelligences artificielles du Google Assistant, et qui m'a dit il y a quelques mois La plus grande leçon que j'ai apprise en passant d'ingénieur junior à senior, c'est de savoir me battre pour faire avancer mon projet. À Google, on est des milliers d'ingénieurs sur des centaines de projets en parallèle. Si j'attends des autres qu'ils priorisent mes affaires, j'attendrai longtemps. Le mieux placé pour défendre l'importance de votre travail, c'est vous. N'attendez pas que quelqu'un d'autre le fasse à votre place. Vous êtes l'expert. Pourquoi ce travail est important? Qu'est-ce qui va apporter aux autres métiers? Quelle est la valeur de votre boulot? C'est un sujet complexe, vous saurez l'expliquer simplement. Enfin, le dernier conseil qu'on m'a donné et que je vous transmets, c'est de se tenir à jour. Vous avez déjà croisé un médecin de famille qui a été formé il y a 30 ans et qui s'est pas mis à jour depuis? C'est pas joli joli. Et encore, la médecine existe depuis des milliers d'années. Le concept de bioinformatics, il date de 62. Ça veut dire que votre formation actuelle, copier-coller, elle serait risible dans 20 ans. Dans 20 ans, un quart de l'histoire de votre domaine aura été écrite après votre diplôme. C'est vous qui allez multiplier sa valeur, ou la laisser s'émietter avec les années.
Je pense que le plus grand skill que vous avez acquis dans vos études, que nous avons acquis dans nos études, c'est d'apprendre à apprendre. D'être capable de juger des nouvelles informations avec curiosité et en utilisant notre esprit critique. Essentiel aujourd'hui où l'information est partout et la question est plutôt de savoir la trier et l'intégrer dans nos connaissances. Alors vous qui allez apprendre toute votre vie, traitez vos collègues de la même manière. Eux aussi ne demandent qu'à s'améliorer. Et c'est comme ça qu'on fait une vraie collaboration. En faisant des retours constructifs à nos collègues, on s'améliore ensemble. Et vous qui aujourd'hui recevez votre diplôme, qui vient couronner vos efforts et prouver que vous êtes des individus compétents en devenir, je vous souhaite d'apprendre toute votre vie. Merci. Bien, merci beaucoup Paul-Louis pour cette présentation du coup. Et ouais, alors je vous propose maintenant de répondre à vos questions. Vous me dites s'il y a de l'écho, si oui, je brancherai un casque. Il y a un peu d'écho Merci quand on beaucoup. parle, c'est vrai. Alors je vais Ouais, le brancher en 2 secondes. Ça devrait le faire. Je sais c'est qu'on a des facile. gens qui sont prêts à venir justement. Ouais, alors on attend juste que tu mettes bien ton casque. Yes, une seconde. Hop, je repasse ici. D'accord, c'est bon. Voilà, normalement j'ai votre son dans le casque là. Ouais, c'est bon. Il n'y a plus d'écho, parfait. Alors déjà, juste un petit mot de la part d'une de nos enseignantes, Annabelle Monnier, qui souhaite vous féliciter en fait, tout simplement, pour le parcours et vraiment la façon dont vous avez présenté la chose et tout ça, parce que c'était vraiment entraînant et c'est quelque chose qui est assez fort en vrai, qui a quand même comment dire, une signification assez forte. Pour, je pense, pas mal de gens peuvent se retrouver dans ce que tu as dit là, en fait, dans cette présentation. J'en suis ravi. Et donc beaucoup de gens disent que tu as de très bons conseils apparemment et que du coup bah, tu as une bonne vision de la vie. Voilà. Oh, c'est Voilà. honorant. Meilleur compliment qu'on puisse me faire. Et bah écoute, je vais du coup maintenant faire venir des personnes qui vont venir te poser des questions. Donc on a quelques questions. On a déjà Mathéo qui Ouais, va, je Mathéo. crois. Oui, je l'amène ici. Salut Bon. Mathéo. Oui. Tu avais donc Salut, une Mathéo. question? On t'entend très bas, Théo. Ouais, un peu plus fort. Ah là c'est mieux. Son- Là c'est bien. C'est mieux. Attends, Ok, je vais aussi impeccable. augmenter ton son. Hop, Normalement, c'est bon. ouais. Ah, Ok. Bah, d'accord, d'abord, je disais merci pour la présentation, c'était vraiment passionnant. Moi, j'avais une question justement sur les produits qui sortaient des compétitions internationales que vous faisiez. Qu'est-ce qui devenait après la compétition internationale? Est-ce que ils étaient récupérés? Est-ce que l'idée était reprise par des entreprises? Ou est-ce que le projet il s'arrêtait une fois la compétition terminée? C'est une très bonne question. En fait, ça dépendait de nous, c'est-à-dire que chaque équipe était libre de faire ce qu'elle voulait de son projet. D'abord parce que d'un point de vue légal, c'est de la propriété intellectuelle, donc ce que tu as créé t'appartient. Alors, il y a des projets, il y a des équipes qui ont fait ça uniquement dans un contexte universitaire, qui sont arrêtées là, qui ont laissé leur publication accessible à tout le monde et qui ont continué leur aventure ailleurs. Mais il y en a certaines qui ont transformé ça en vraie entreprise, en fait, d'abord en start-up, puis en service. On ne s'est pas posé la question pour le premier projet de la bioconsole, qui était plutôt une démonstration de ce qu'on pouvait faire en optogénétique, en microfluidique, et donc était plutôt là pour montrer les techniques. En revanche, Quantifly, on a eu une vraie demande et un vrai intérêt de la part de différents acteurs. Alors, on était une équipe de jeunes étudiants qui avions tous de la recherche de stage et des tas de choses en tête. Et donc, on n'a pas continué le projet qu'on aurait pu transformer en une entreprise. Certains l'ont fait. Et ça, ça dépend vraiment, je pense, dans les compétitions internationales, le choix est libre. Et donc, ça dépend de chaque équipe et de ce que vous voulez faire de la suite du projet. Les applications sont encore en ligne. Si vous avez envie de jouer à Backman Adventures, vous pouvez. Ça marche. Bah, merci. ça a répondu à ta question Mathéo? Ouais, ouais, Ok. très bien. Très bien, merci beaucoup. Merci pour ta question. Nous avons donc une autre question également ici, donc c'est Maëla qui aura posé beaucoup de questions aujourd'hui. Bonjour Maëla. Ouais, bah je dis oui, bah rebonjour. J'ai pas tenu le compte non plus. Désolée. Tout à l'heure, vous aviez présenté l'effet Dunning-Kruger et je voulais savoir s'il y avait un effet qui avait été caractérisé et qui faisait exactement le contraire, c'est-à-dire quand on se retrouve à travailler avec des gens qui se sous-estiment en permanence et qui se dévalorisent tout le temps, comment travailler avec elles pour leur rappeler que non, elles valent un petit peu mieux que ça. C'est une très bonne question. C'est une excellente question. Je ne sais pas si
je sais pas si ce que tu décris, ce que vous décrivez a été formalisé en tant qu'effet. Moi, ça me fait penser à un pattern psychologique qu'on voit beaucoup dans nos domaines qui s'appelle le syndrome de l'imposteur, qui est le fait qu'on se croit. En fait, on arrive, on sort de l'école, on se retrouve dans une entreprise ou dans un projet avec des gens qui ont l'air très compétents, et on se dit, oulala, mais en fait, moi, j'y connais rien, ils vont se rendre compte que je suis qu'un imposteur, ils vont réaliser demain que, en fait, je ne sais rien. Et en fait, c'est difficile, ça se soigne pas en un jour. C'est-à-dire que c'est au fur et à mesure, en faisant des choses, en réalisant que ce qu'on fait a de la valeur et en prenant conscience de notre expertise, qu'on arrive à créer sa confiance en soi. Alors, votre question, elle est très bien formulée parce que, en tant qu'équipe, quand on a un camarade, un collègue qui a cette difficulté, on peut l'aider en insistant sur la valeur qu'il apporte, en mettant en valeur ses contributions. Ça peut être simplement en répétant ce qu'il dit dans des réunions et en disant bah ouais, c'est super malin ça. Et petit à petit, en l'aidant à prendre confiance. Mais comme vous l'avez vu, ça se fait pas en un jour. Non. Ok. Bah, merci beaucoup. Hop, bah, merci pour ta question. Merci Maëla pour ta question. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui... Eh bien, il n'y a pas l'air d'y avoir d'autres questions. Il y a surtout beaucoup de réactions en fait suite à ça, suite à quand même ce message assez positif de quand même l'aspect quand même psychologique est très important quand on fait quelque chose en fait dans la vie, parce que si le psychologique ne suit pas, c'est assez compliqué. Et d'autant plus qu'en ce moment on vit quelque chose qui psychologiquement n'aide pas du tout avec le Covid, avec le confinement et tout ça. On perd des liens sociaux et on perd en fait en soi ce côté, comme tu disais, de personnes qui sont là pour te dire que ce que tu fais c'est bien et tout ça. Et c'est vrai qu'on perd quand même beaucoup de choses et c'est assez difficile, et donc voilà. C'est Donc très encore vrai. merci du Et, coup. Ouais. C'est bien. et ça, c'est un point d'ailleurs plus général que j'ai pas pensé à évoquer dans cette présentation. Mais l'année dernière, à une conférence technologique, j'ai reçu un conseil d'un présentateur qui disait prenez énormément soin de votre esprit et de votre santé mentale. En tant que travailleur de l'information, nous, pour qui notre cerveau et nos mains sont nos principaux outils de travail, et ben en fait, notre état d'esprit, c'est notre outil de travail. Donc je m'en suis rendu compte que récemment d'à quel point est-ce que mon humeur, à quel point est-ce que prendre soin de moi avait un impact sur ma compétence et donc sur ma performance. Et c'est un conseil que j'ai encore, sur lequel j'ai encore à apprendre. Donc si vous pouvez en profiter aussi, prenez soin de vous, parce que c'est votre esprit qui est votre corps, in fine. Eh bien, je trouve que c'est un très beau message pour pour la fin de cette. Ah, on a peut-être une question. Si, on a une question là d'Emmanuel Becker. Est-ce qu'elle veut peut-être. Je vais lui demander si elle veut venir directement te la poser. Avec plaisir. Demander. Comme ça, c'est plus interactif. Tant qu'à faire. Mais oui, c'est vrai que c'est. Ah, elle va me répondre ou pas. Ok, d'accord. Ouais, donc du coup, la question c'est en gros, pourquoi n'as-tu pas fait de thèse? Franchement, c'est une question que je me pose encore. Une question Je toute me pose simple. la Hein. question parce que j'ai un ami qui lui a suivi le parcours universitaire de l'informatique et qui a fait une thèse sur de l'informatique distribuée en réseau et qui me troll régulièrement sur cette question. D'accord. Franchement, je ne saurais pas trop dire. C'est-à-dire que d'un côté, ça m'intéresse beaucoup. J'aimerais faire des contributions à la recherche mondiale. De l'autre, j'ai l'impression que la structure universitaire actuelle, avec ses défauts, avec son publish hors périche, avec le fait qu'on est là à courir derrière des subventions plutôt qu'à faire réellement du travail de recherche, m'a un peu refroidi quand j'ai eu des échanges avec des doctorants et des postdocs. Maintenant, je me ferme pas la porte. J'ai eu envie d'abord de mettre les pieds dans l'industrie, d'appliquer mes compétences et de voir où elles me menaient. C'est quelque chose que je garde en tête comme une voie future possible. Je pense aussi qu'après, faire une thèse, ça se fait pas pour faire une thèse. Ça se fait parce qu'on a un sujet passionnant qu'on veut creuser pendant des années. Et donc, j'en ai quelques-uns en tête. On en reparlera peut-être. Ok, ok. Oui, parce que du coup, elle disait en plus de sa question que tu as clairement le profil en fait pour ça. Tu aurais en tout cas le profil pour pouvoir candidater à une thèse ou pour pouvoir réaliser ça. Bon, ça me va droit au cœur et je vais noter qui a posé la question pour éventuellement recontacter. Et Faut c'est profiter, Emmanuel hein. Becker, du coup. On pourra t'envoyer son mail si tu veux. Avec plaisir. Voilà, bon, après, c'est aussi pour ça que ça sert le Big Day, de faire des liens aussi entre différentes personnes et Hmm. apprendre Ouais, quand même complètement.
connaître des gens et voir des points de vue d'autres personnes aussi. Et je pense que c'est bien aussi pour tous les M1, M2, enfin même M3 qui sont actuellement, qui ont eu leur diplôme là, de savoir un peu comment ça peut se passer, les différents états d'esprit qu'on peut rencontrer et tout ça. Donc, je trouve que c'était très intéressant pour ça. Complètement. Eh ben merci, je suis ravi que ça vous ait intéressé. Et pour ceux qui voudront aller un peu plus loin sur les différentes choses que j'ai citées, je vous conseille 2 références. Sur la résolution d'un conflit, Marshall Rosenberg, Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. C'est le livre fondamental dans lequel il décrit un framework qu'il appelait la communication non violente et qui est l'essence de ce que j'ai décrit plus tôt. Comment résoudre les conflits en comprenant les besoins sous-jacents qui ne sont pas satisfaits. La deuxième référence que je recommande, c'est pour ceux qui sont intéressés par cette question d'expertise, de Dunning-Kruger et de pseudo-épidémiologiste. Le physicien français Étienne Klein a écrit récemment un essai qui s'appelle Le goût du vrai, dans lequel il parle de la méthode scientifique, de comment on sait ce qu'on sait et de comment on sait ce qu'on ne sait pas, du danger à tout remettre en question et à traiter la science comme juste une opinion, mais aussi du danger à croire qu'on a une opinion scientifique quand en fait elle n'est pas si formée que ça. Donc pour ceux qui se demandent ce qu'est le goût du vrai de nos jours, dans une époque épidémiste où on a plus d'épidémiologistes de plateau que d'épidémiologistes publics, ça peut être intéressant de lire ce petit essai. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup pour ça. Je te laisserai du coup, si tu veux, mettre dans référence du coup. Bah, ça a déjà Tout à été fait. fait. Mais si tu veux mettre des références, n'hésite pas, il y a le channel référence qui est fait pour ça, pour que les gens aient directement accès. Et pour en revenir à Emmanuel Becker, elle a dit donnez-lui mon email sans problème. Donc ça sera fait. Excellent, super, avec plaisir. Et puis je vais rester un peu dans le chat pour ceux qui voudraient éventuellement continuer par texte à un sujet ou l'autre. Ouais, pas de souci. Puis il y a les salons vocaux aussi qui seront disponibles pour discuter. Et encore merci du coup pour ta présentation qui était très intéressante. Un plaisir. Merci à vous pour l'accueil et l'organisation super. Bonne fin de journée et encore bravo aux diplômés. Hop. Merci pour à eux. toi.